Elle était toute seule à la gare, avec son manteau trop fin, son ventre rond et ses yeux un peu flous, entre la peur et la résignation. Lui, c'était juste un papa célibataire de passage, jusqu'à ce qu'il la voie s'effondrer dans la neige. Ce qui a commencé comme un geste instinctif allait révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. La femme qui l'a sauvée portait plus qu'un enfant. Elle portait un secret qui allait changer sa vie pour toujours. Si tu aimes les histoires qui te redonnent foi en l'amour, la famille et le pouvoir discret de la gentillesse, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer de la suite. Maintenant, laisse-moi te ramener à la tempête qui a tout déclenché. Le ciel au-dessus du Montana s'est déchiré comme une couture usée, déversant de la neige en rafales épaisses et frénétiques. À 18h17, le dernier train Amtrak en partance s'est arrêté juste à l'extérieur d'une gare sans nom, ensevelie sous 30 cm de neige fraîche. Le moteur a craché, les lumières ont clignoté une fois, puis une autre avant de s'éteindre. Dans le wagon 4B, Ellis Thatcher serrait contre sa poitrine son fils de 3 ans, Micah, qui dormait. Il a tiré le bonnet de laine du garçon sur ses oreilles et lui a chuchoté « On y est presque, mon grand !» Mais ça n'avait pas d'importance. La gare où il s'était arrêté n'était même pas indiquée sur la carte, juste un poste abandonné, datant d'une époque où les gens attendaient encore sur des bancs en bois des trains qui circulaient à l'heure. Ellis se leva, étira ses épaules endolories et regarda par la fenêtre, embué par son souffle et le givre. C'est alors qu'il la vit. Une femme effondrée dans la neige, enceinte, sans chapeau, seule. Elle se trouvait à mi-chemin entre la gare et l'arrière du train, simple silhouette engloutie par la tempête de neige. Au début, il crut qu'il s'agissait d'un manteau tombé d'un bagage, mais il vit alors qu'il bougeait légèrement. « Reste ici !» murmura-t-il en enveloppant Micah dans une couverture en polaire et en l'installant dans un coin du siège du train. Il enfila son manteau, le même qu'il portait depuis l'année où sa femme était décédée, et ouvrit la porte à la volée. Le vent lui fouetta violemment le visage. La visibilité était quasi nulle. Les flocons de neige le frappaient comme des aiguilles, et le froid le mordait si vite qu'il en avait mal. Ellis avança, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige, le souffle saccadé. Le monde se réduisait à la silhouette floue devant lui. Elle était maintenant à genoux, essayant de se relever. Une main sur son ventre gonflé, l'autre tendue vers le vide. « Madame !» cria-t-il. Pas de réponse. Il courut les 10 derniers mètres et tomba à genoux à côté d'elle. Ses lèvres étaient bleues. Sa peau avait presque la même teinte que la neige. « Hé, ne t'endors pas !» dit-il en lui caressant les joues gelées. « On doit bouger, tu m'entends ?» Elle cligna lentement des yeux. « Je n'ai pas réussi, » murmura-t-elle. « Si, tu as réussi. Je suis là maintenant. » Il ôta son manteau et l'enveloppa dedans. Elle tremblait si fort qu'il craignait qu'elle ne fasse un malaise. Puis, avec une force qu'il ne se connaissait pas, Ellis la souleva dans ses bras, son corps n'étant guère plus qu'une coquille vide, épuisée et gelée. La gare n'était guère plus qu'une cabane, avec du bois éclaté, un banc à moitié cassé et un poêle en fonte rouillé dans un coin. Pas d'électricité, pas d'isolation, pas d'aide. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et la posa sur le sol. Micah l'avait suivi, les yeux écarquillés, traînant la couverture en polaire derrière lui comme une cape. « Bon garçon », dit Ellis en fermant la porte pour se protéger du vent. « Reste près de papa. » Il se retourna vers la femme, s'agenouilla à côté d'elle et vérifia si elle présentait des signes d'hypothermie. Ses doigts étaient bleus, mais sa respiration, bien que superficielle, était régulière. Il avait besoin de feu. Ellis fouilla dans son sac et en sortit la dernière chose qu'il aurait voulu brûler. Un petit carnet relié en cuir, le journal de bord du moteur qu'il avait conservé depuis les années où il travaillait à l'entretien des trains diesel. Son dernier lien avec la vie d'avant, avant que tout ne s'écroule. Il hésita. Puis, il arracha la première page et la jeta dans le poêle. La deuxième, la troisième. Bientôt, une lueur orange terne réchauffa l'air froid, faisant danser des ombres sur les murs en bois. Micah se blottit contre lui, observant en silence. La femme remua, ses lèvres bougeant légèrement. « Elle donne des coups de pied », murmura-t-elle. « C'est bien », dit-il doucement, vérifiant à nouveau son pouls. « Ça veut dire qu'elle est forte, comme sa mère. » La femme ouvrit légèrement les yeux. « Je ne pouvais plus continuer à marcher. Je pensais que quelqu'un finirait par me voir. Tu as eu de la chance, dit-il. » Elle eut un petit rire, cassé et creux. Ellis fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un mouchoir bordé de lavande qui avait appartenu à sa défunte femme, qu'il avait gardé sans raison particulière, simplement parce qu'il n'avait pas eu le courage de le jeter. Il l'enroula soigneusement autour de son poignet, déjà atteint par les engelures. « Tu auras besoin de quelque chose à quoi t'accrocher, dit-il. »
Autant que ce soit ça. Le temps s'écoulait différemment dans la tempête. Les heures se fondaient dans le silence. Mika s'endormit à nouveau sur les genoux d'Ellis. La femme dormait aussi, sa respiration était maintenant lente et régulière, une main reposant toujours de manière protectrice sur son ventre. Il ne lui demanda pas son nom. Cela n'avait pas encore d'importance. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur de la fragile station, une étrange chaleur pulsait. Elle ne venait pas seulement du poêle, mais aussi de la présence de 3 personnes qui, chacune à leur manière, étaient perdues, mais pas tout à fait seules. Lorsque l'aube a filtré à travers les fissures des lattes de bois, la tempête de neige s'était calmée. Elle a été la première à parler. « Je m'appelle Sarafina », a-t-elle dit doucement, d'une voix encore rauque mais claire. « Je n'ai plus de nom de famille qui compte. » Ellis la regarda droit dans les yeux. « Je m'appelle Ellis. Voici mon fils, Mika. Maintenant, tu en as un. » Elle cligna des yeux. « J'aimerais que tu aies un nom qui compte maintenant. Tu es ici. » Dehors, la neige recouvrait toujours le monde, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Pas tout à fait la sécurité, pas tout à fait le salut, mais quelque chose qui s'en rapprochait. La neige n'avait pas fondu, mais la tempête s'était calmée. Les matins dans le Montana, après une tempête de neige, étaient étrangement calmes, comme si le monde s'était arrêté, pour réfléchir à ce qu'il venait de traverser. À l'intérieur de la gare abandonnée, Ellis s'accroupit près du poêle, attisant les dernières braises pour obtenir une petite flamme avec des morceaux d'un banc en bois. La couverture en cuir de son vieux journal d'entretien gisait dans les cendres, les bords recourbés. Il ne le regrettait pas quand la femme allongée sur la couverture en laine derrière lui avait retrouvé des couleurs. Sarafina. Il fit rouler le nom dans son esprit, l'essayant comme une mélodie qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Il semblait plus ancien que la plupart des noms, classiques, peut-être bibliques. Mais lorsqu'elle l'avait prononcé la veille au soir, il avait semblé fragile, pas grandiose, presque comme une excuse. « Papa » murmura une voix endormie. Mika se frotta les yeux et se dandina vers lui, traînant son lapin en peluche par une oreille molle. Ellis ouvrit les bras et le garçon se blottit contre lui sans un mot. Pendant un instant, la gare fut encore silencieuse, à part le doux crépitement du feu et la respiration lente de Mika. Puis, la musique retentit. Au début, Ellis crut que c'était le vent qui sifflait à travers les vitres brisées. Mais non, c'étaient des notes rythmées. C'était une berceuse, à peine audible, mais indéniable, qui se faufilait doucement dans l'air frais du matin. Il se retourna. Sarafina était réveillée, les yeux fermés, les lèvres entr'ouvertes dans un murmure haletant. Sa main reposait sur son ventre tandis qu'elle chantait « Pas pour eux, mais pour quelqu'un qui n'est pas encore né ». Ce n'était pas en anglais. Ellis ne reconnaissait pas la langue, mais la mélodie touchait quelque chose de profond en lui. Mika remua et murmura « Elle chante comme maman le faisait ». Ellis eut la gorge serrée. Il n'avait pas pensé à cette chanson depuis des années. La chanson Skyboat que sa défunte épouse Mera jouait sur le vieux piano droit presque tous les soirs quand Mika était bébé, jusqu'à ce que le cancer la réduise au silence. Le son s'est estompé lorsque la voix de Sarafina a laissé place à un souffle fatigué. Elle a ouvert les yeux lentement. « Tu es réveillé », a dit Ellis. « Je ne me suis jamais endormie », a-t-elle murmuré. « Je ne savais juste pas où j'étais. Tu es dans le comté de Clearwater, à environ 80 km de tout endroit important. » Elle a essayé de s'asseoir, grimaçant. Important et relatif. Ellis s'est approchée pour l'aider à ajuster le manteau plié sous sa tête. « On va devoir t'emmener à la clinique en ville pour te faire examiner quand la route sera dégagée. C'est là que tu emmènes ton fils ?» Il baissa les yeux vers Mika, qui s'occupait maintenant à tracer des formes sur la vitre recouverte de givre. « Non, » répondit Ellis doucement. « On habite juste de l'autre côté de la colline. Je l'emmenais voir son grand-père à Billings. Pour la première fois depuis 1 an. On n'y est pas arrivé, chérie. Non, le train non plus. » Un silence s'installa entre eux. Pas un silence froid, mais incertain. Ellis fouilla dans son sac à dos et lui tendit un thermos en métal, de l'eau, assez chaude. Elle le prit de main tremblante, puis fit un signe de tête vers le feu. « Vous avez brûlé quelque chose qui vous tenait à cœur. » Ellis regarda le poêle. Un vieux livre, rien qui ne puisse être remplacé. Ses yeux rencontrèrent les siens. Ce n'est pas vrai. Les hommes ne transportent pas des livres qui ne les intéressent pas à travers les tempêtes de neige. Il a gloussé, reconnaissant qu'elle avait raison. C'est vrai. Cet après-midi-là, lorsque la neige s'est calmée, Ellis a pris la tête du groupe et a tracé un chemin à travers les congères à l'aide d'une pelle rouillée attachée à un traîneau. Mika était assis, émitouflé, avec un thermos de soupe, Sarafina derrière lui dans un traîneau branlant,
qui avait connu des jours meilleurs. Ils arrivèrent à la cabane en fin de matinée, une maison en A patinée par les intempéries, nichée dans un bosquet de pins, de la fumée s'échappant de sa vieille cheminée comme un signe de calme endurance. Élise aida Sarafina à monter sur le porche, sa main chaude sous la sienne. Dès qu'elle entra, elle s'arrêta. La cabane était modeste, avec un poêle, un fauteuil à bascule et un parquet usé. Mais dans le coin près de la fenêtre, recouvert de givre, se trouvait un piano droit auquel il manquait 2 touches, mais qui se dressait toujours comme s'il attendait quelqu'un qui n'était pas rentré à la maison depuis des années. Elle s'en approcha lentement, comme quelqu'un qui s'approche d'un souvenir. Élise s'affairait à alimenter la cheminée. C'était celui de ma femme. Elle jouait tous les soirs, toujours la même chanson. Sarafina passa doucement ses doigts sur le bord supérieur. « Laisse-moi deviner. La chanson du bateau céleste. » Il se retourna brusquement. « Tu la connaissais. Ma grand-mère la chantait en gaélique. Elle disait que c'était une chanson pour ceux qui avaient disparu en mer, mais qu'elle s'adressait à tous ceux qui s'étaient perdus. » Elle s'assit sur le banc. Ses mains flottèrent au-dessus des touches. Puis, elle se mit à jouer. Pas parfaitement, pas avec assurance, mais avec sincérité, avec chagrin, avec apaisement. Mika se blottit contre Élise. Elle se souvient de la chanson de maman. Élise ne pouvait pas parler. Il se contentait de regarder et d'écouter. Alors que les notes remplissaient la cabine, la pièce ne ressemblait plus à un endroit où les gens ne faisaient que passer. Elle semblait solide, comme un endroit où l'on pouvait se sentir chez soi. Plus tard dans la nuit, Élise lui apporta une couverture pliée et un oreiller supplémentaire. Il les posa délicatement sur le canapé, ne sachant pas s'il devait en dire plus. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-elle soudainement. Élise marqua une pause. « Parce que tu avais besoin d'aide. Mais les gens attendent généralement quelque chose en retour. Des questions, des réponses, des noms. » Il s'assit en face d'elle, les avant-bras posés sur ses genoux. « Ma femme est morte parce que nous sommes arrivés avec 30 minutes de retard à l'hôpital pendant une tempête. Je ne referai plus jamais cette erreur. » Le visage de Sarafina s'adoucit. « Je suis désolé. Moi aussi, dit-il. Mais si tu es là, peut-être que les choses peuvent être différentes cette fois-ci. » Elle acquiesça. Puis, de manière inattendue, elle prit le mouchoir bordé de lavande qu'il avait noué autour de son poignet un peu plus tôt et commença à broder un petit pain vert dans un coin. « Un geste, un début. Je te le rendrai quand je partirai, » dit-elle. Élise la regarda, avec un mélange de méfiance et d'espoir discret. Peut-être qu'il a dit que ce ne serait pas nécessaire. Élise n'était pas un homme sentimental. Il ne gardait pas de photos encadrées sur la cheminée et ne notait pas les dates sur les calendriers. Pour lui, la vie avançait comme un train sur des rails rouillés, bruyante, implacable et indifférente. Mais il y avait certaines choses auxquelles il s'accrochait discrètement, obstinément. L'une d'elles était une chaise. Elle avait appartenu à Méhéra, sa défunte épouse, une simple chaise en érable à haut dossier qu'elle utilisait à la table de la cuisine, juste en face de lui. Après sa mort, il l'avait poussée sous la table et ne l'avait plus jamais touchée. Même pas quand Mika, qui commençait à peine à marcher à l'époque, s'était mise à trottiner dans la maison à la recherche de son ombre. Maintenant, alors que les douces notes de piano flottaient depuis le salon où Sarafina jouait le soir, Élise se retrouva debout dans la grange, à regarder une 3e chaise. Elle était poussiéreuse, oubliée dans un coin, et faisait autrefois partie d'un ensemble qu'il avait acheté dans une brocante il y a 10 ans. Il n'en avait jamais eu besoin jusqu'à présent. Il passa la main sur le bois usé, surpris par l'envie qui montait en lui, non seulement d'offrir une place, mais aussi de faire de la place pour quelqu'un qui pourrait rester. Dans les jours qui suivirent son arrivée, Sarafina se déplaçait dans la cabane, comme quelqu'un qui essaie de ne pas troubler l'air. Elle faisait de petits pas, parlait doucement et ne touchait jamais à rien sans y être invitée. Mais sa présence était indéniable. Elle a commencé à garder une bouilloire sur la cuisinière, à préparer de la soupe avec ce qu'Élise avait dans son garde-manger et à plier les vêtements de Mika sans qu'on le lui demande. Elle balayait les sols qui n'avaient pas besoin d'être balayés et recousait les ourlets usés des vieilles chemises en flanelle d'Élise. Rien de tout cela n'était extraordinaire, mais tout était profondément humain, comme si elle construisait un foyer sans jamais l'appeler ainsi. Et Mika, il était sous le charme. Il la suivait de pièce en pièce, posant des questions auxquelles aucun adulte ne répondait. Les bébés se souviennent-ils de l'intérieur de votre ventre? Ou pourquoi certaines personnes disparaissent-elles quand il neige? Sarafina ne le repoussait jamais. Elle répondait avec des métaphores et de la chaleur. Et Élise voyait son fils s'épanouir d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis les funérailles de Méhéra. Un matin, alors qu'Élise réparait les marches du porche,
il remarqua que Mika dessinait quelque chose avec un bâton dans la neige. « Qu'est-ce que tu fais là, mon grand ?» Mika leva les yeux, le visage sérieux. Une famille. Élise se pencha pour mieux voir. 4 silhouettes, une petite légèrement plus grande, une grande et une avec un ventre rond. Il déglutit. « C'est un beau dessin. » Mika acquiesça. « C'est nous. » Élise regarda vers la fenêtre où Sarafina était assise avec son tricot. Elle ne les vit pas, mais à ce moment-là, il sut que quelque chose d'irréversible avait pris racine. Ce soir-là, après que Mika se fut endormie, Élise apporta la chaise supplémentaire de la grange. Sarafina était assise sur le canapé, en train de broder un pin sur le même mouchoir bordé de lavande. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Élise s'éclaircit la gorge. « C'est une chaise. Je vois. » Il esquissa un demi-sourire. Je me suis dit que la table était peut-être un peu déséquilibrée. J'ai pensé qu'il était temps d'y remédier. Sao. Sarafina ne dit rien, mais ses mains s'immobilisèrent sur le tissu. Il posa lentement la chaise, la tirant pour qu'elle fasse face au siège vide de Mehéra, qui était désormais le sien par héritage tacite. « Pas de pression, » dit Élise après une pause. « Ça ne veut pas forcément dire quelque chose. » Sarafina se leva, marcha vers la chaise et posa le mouchoir plié sur le siège. « Je pense que ça veut déjà dire quelque chose. » Ce soir-là, elle joua à nouveau. Pas une berceuse, mais quelque chose de nouveau, de léger, d'optimiste. Ce n'était pas parfait, mais Élise s'en fichait. Il s'assit à la table de la cuisine, écoutant la douce chaleur du feu sur son visage. Et pour la première fois en 4 ans, il réalisa qu'il n'attendait pas que le silence prenne fin. Il écoutait ce qui venait après. Plus tard dans la nuit, pendant que Sarafina se lavait dans la salle de bain et que Mika dormait recroquevillée comme une virgule dans son lit, Élise sortit une vieille boîte en fer blanc dessous le plancher. Elle contenait de petits objets. Une photo de Mera, une fleur pressée de leur mariage et une lettre défraîchie qu'elle avait écrite mais jamais envoyée. Il ne l'ouvrit pas. À la place, il y ajouta quelque chose de nouveau. Une serviette pliée avec un pain dessiné à la main et cousu dans le coin. Puis il remit la planche en place et s'assit dans la nouvelle chaise, laissant le poids de tout ce à quoi il s'était accroché flotter autour de lui comme la neige derrière la fenêtre de la cabane. Le lendemain matin, Sarafina sortit de sa chambre avec un paquet enveloppé dans un vieux châle. « J'aimerais aller dans le champ, » dit-elle. Élise cligna des yeux. « Tu veux dire le champ de foin ?» Elle acquiesça. « J'ai besoin de marcher, de ressentir quelque chose de réel. » Il hésita. « Il fait froid. Je sais, mais j'en ai besoin. » Ils partirent donc lentement. Il l'aida à descendre les marches et Mika trotta devant eux comme un chiot, projetant de la neige en l'air. Le champ s'étendait, vaste et silencieux. Le ciel était plus bleu qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Le vent était doux, juste assez pour que Sarafina ferme les yeux et lève le menton. « C'est une bonne terre, » dit-elle. Élise acquiesça. Elle n'est pas luxueuse, mais elle fait pousser des choses. Elle se tourna vers lui. Peut-être que ça suffit. Il la regarda vraiment, et vit non seulement la fatigue sur son visage ou le fardeau de porter une nouvelle vie, mais aussi une force qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Quelque chose d'aussi profondément enraciné que l'herbe de la prairie, faite pour les tempêtes, pas pour le soleil. Et il réalisa qu'il voulait qu'elle reste, pas en tant qu'invitée, pas par devoir, mais comme quelqu'un qui avait sa place ici. Cette nuit-là, il grava quelque chose sur la 3e chaise. Pas des mots, juste un petit pain gravé dans le dossier. Une promesse silencieuse. Le soleil d'hiver dans le Montana était trompeur, lumineux mais glacial. Sa lumière se déversait à travers les fenêtres givrées de la cabane d'Élise comme du miel sur de la glace, doré mais inutile contre le froid mordant. Sarafina était assise près du feu. Le mouchoir bordé de lavande était tendu sur ses genoux. Son aiguille bougeait avec une grâce lente et délibérée. Un 2e sapin se formait à côté du premier, plus petit, légèrement courbé vers lui. Un sapin d'enfant. Élise observait depuis la cuisine, faisant semblant de se concentrer sur l'épluchage des pommes de terre. En fait, ça faisait des jours qu'il jetait des coups d'œil furtifs. Quelque chose dans sa façon de bouger, calme, assuré, donnait l'impression de regarder quelqu'un réaménager une pièce dont on n'avait pas remarqué qu'elle était devenue sombre. Mika passa en courant devant elle, poursuivant une balle en caoutchouc entre les pieds des meubles. Il s'arrêta brusquement, regardant sa broderie. « C'est pourquoi ça ?» demanda-t-il en montrant du doigt. « Ce petit sapin » répondit-elle en écartant ses cheveux de sa joue. « C'est pour celui qui n'est pas encore arrivé. Le bébé » acquiesça Sarafina. Mika se pencha vers elle et murmura « Tu crois qu'elle m'aimera ?» Sarafina sourit. « Elle t'aime déjà. Tu es son grand frère. » Mika se gonfla comme si ce titre lui donnait un poids dont il était fier.
Élise s'éclaircit la gorge. Le dîner est presque prêt. Sarafina leva les yeux, son regard reflétant plus que la lueur du feu. « Élise, tu n'as pas besoin de cuisiner tous les soirs. Je peux le faire. Tu attends un bébé. Je vais continuer à cuisiner. » Elle le regarda dans les yeux un peu plus longtemps que nécessaire, mais ne discuta pas. Quelque chose s'était installé entre eux. Pas encore de l'amour, mais une estime mutuelle, un rythme. Deux personnes habituées à marcher seules, qui avaient commencé à s'adapter à la cadence de l'autre sans s'en rendre compte. Après le dîner, Élise sortit pour aller chercher du bois. Le froid était plus intense qu'il ne l'avait prévu, transperçant sa veste alors qu'il marchait dans la neige craquante. La lune était pleine et brillante, baignant le paysage d'une lumière argentée. Il s'arrêta pour reprendre son souffle. C'est alors qu'il entendit le piano. Le son était faible, hésitant, mais indéniable. Sarafina. Il s'approcha doucement de la fenêtre. Elle ne savait pas qu'il la regardait. Elle lui tournait le dos, les épaules courbées, les doigts explorant les touches comme s'il la redécouvrait. Elle jouait un morceau inconnu, une mélodie triste en surface, mais pleine d'espoir en profondeur. Ce n'était pas la berceuse de Méra, ni un hymne. C'était la sienne. À l'intérieur, le feu s'éteignit, et Mika s'endormit dans le fauteuil à bascule, son lapin tombant par terre. Élise ne le déplaça pas. Il se contenta de couvrir le garçon avec une couverture et le laissa dormir. Sarafina se retourna sur le banc. « Je ne voulais pas jouer fort. Ce n'était pas le cas. »« C'était bien, » dit Élise. Elle le regarda attentivement, puis fit un geste vers le mouchoir lavande. « Je l'ai terminé. » Il s'approcha lentement. La broderie était simple, mais magnifique. 2 pains et un troisième, plus petit, entre eux. En dessous, elle avait brodé un seul mot d'une écriture délicate. « Espoir », dit-il en déglutissant. « Tu n'étais pas obligé. »« Si », dit-elle d'une voix ferme, « parce que je te dois plus qu'un simple merci. Tu ne me dois rien, Sarafina. » Elle secoua doucement la tête. « Je ne suis pas d'accord. » Puis elle se leva, se dirigea vers la cheminée et posa le mouchoir sur un petit support en bois à côté d'une photo de Méra, qu'Élise n'avait pas touchée depuis des années. Pas une seule fois. « Je ne veux pas la remplacer, » dit Sarafina doucement. « Mais j'aimerais honorer ce que vous aviez en ne faisant pas comme si ça n'avait jamais existé. » Élise regarda la photo, puis le mouchoir. « Je n'ai jamais montré cette photo à personne. Je n'avais pas besoin de la voir pour savoir qu'elle comptait pour moi. » Le lendemain, Sarafina demanda à aider aux tâches ménagères. Élise essaya de s'y opposer, mais elle insista. Ils passèrent donc la matinée dans la grange, elle brossant la vieille jument pendant qu'il nettoyait les étables. Mika chantait pour les chèvres qu'il ignorait, comme elle le faisait toujours. Pendant qu'il travaillait, Élise demanda « Est-ce que ton passé te manque parfois ?» Sarafina marqua une pause. « Parfois, mais ce n'est pas l'endroit qui me manque. Juste l'idée que je m'en fais. » Quelle idée? Que chez soi, c'est un endroit que l'on choisit, pas un endroit où l'on est né. Et toi qui écoutes cette histoire, dis-moi en commentaire. Pour toi, où est chez toi? Il la regarda. C'est ce que tu fais en ce moment? Tu choisis? Elle ne répondit pas tout de suite. J'y réfléchis. Plus tard, pendant qu'Élise réparait un poteau de clôture cassé, Sarafina s'assit sous le pin derrière la maison, la main posée sur son ventre. L'air était calme. Pas de train, pas d'horloge, juste le vent, les branches et le cri lointain d'un faucon. Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se cachait pas. Ni des avocats, ni des tabloïds, ni des batailles pour l'héritage, ni des gros titres qui ne racontaient jamais l'histoire correctement. Ici, elle était juste Sarafina, une femme sans nom de famille, digne d'être mentionnée. Une femme portant un enfant dont l'avenir n'était pas encore défini par un héritage ou des terres. Et une femme qui, malgré elle, avait commencé à sentir qu'elle appartenait à quelque chose de réel. Ce soir-là, Élise la trouva dans la cuisine, fredonnant tranquillement le même air qu'elle avait joué au piano. Le mouchoir était maintenant posé sous un petit pot de fleurs sauvages sur la table. De la lavande, des campanules bleu pâle et une branche de pin. Il entra en tenant un petit bloc de bois dans sa main. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Mika voulait faire un cadeau pour le bébé. Je l'ai un peu aidé. Il le retourna entre ses mains et le posa sur la table. C'était une simple sculpture, un petit cheval à bascule. Sarafina tendit la main et le toucha doucement. « C'est magnifique. » Il a dit qu'il voulait que le bébé sache qu'elle avait un frère qui l'attendait. Ses yeux brillèrent, et peut-être aussi un foyer. Élise ne répondit pas. Il la regarda simplement et dit doucement « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux ». Elle acquiesça, les yeux remplis de larmes, la voix à peine plus forte qu'un murmure. « Peut-être que je resterai ». Le vent était plus vif que d'habitude ce matin-là. Il hurlait à travers les pins
comme un avertissement venu d'un passé lointain, et Élise le sentit dans ses os avant même d'ouvrir la porte. Il s'arrêta, la main sur la poignée, et jeta un coup d'œil à Sarafina qui remuait le porridge sur la cuisinière. « Ça va » demanda-t-il. Elle ne se retourna pas. « J'ai juste un peu froid » répondit-elle. Mais la façon dont ses épaules se raidirent lui indiqua qu'il y avait autre chose sous la surface. Mika était assis à table, les jambes ballantes, avalant des cuillerées de céréales avec un abandon sauvage. « On peut aller à la colline aujourd'hui » demanda-t-il entre deux bouchées. « Celle avec les 2 arbres » Sarafina se retourna, le regard plus doux que sa voix. « Peut-être, s'il n'y a pas trop de vent. » Élise se servit un café, s'appuya contre le comptoir et l'observa. Elle était plus silencieuse depuis la veille, toujours présente, toujours gentille, mais la lumière dans ses yeux s'était légèrement estompée, comme si quelque chose de vieux s'était glissé dans la pièce et s'était installé près d'elle. Plus tard dans l'après-midi, quand Mika alla faire sa sieste et que la cabane plongea dans son calme habituel d'après-déjeuner, Élise la trouva dehors, debout près de la grange. Elle regardait fixement la crête, où la neige n'avait pas encore tout à fait fondu, les bras croisés, les lèvres serrées. « Cet endroit te touche toujours autant » demanda-t-il doucement. Elle cligna des yeux comme si elle était surprise. « Ce n'est pas l'endroit. » Élise attendit. Après un long moment, elle dit « Il y a quelque chose dans le silence. Il laisse les fantômes se rapprocher. » Élise ne rit pas et ne lui demanda pas ce qu'elle voulait dire. Il savait, continua-t-elle, quand il y a du bruit, quand il y a des villes, du bruit, des emails et de la circulation, on peut ignorer les choses. Mais ici, elles n'ont nulle part où se cacher. Élise termina. Elle acquiesça. Je pensais les avoir enterrés. En fait, je me suis juste suffisamment distraite pour oublier où j'avais laissé la pelle. Il s'approcha, l'air froid entre eux chargé d'un silence lourd de sens. Tu n'es pas obligé de me dire quoi que ce soit, mais j'aimerais que tu le fasses. Elle le regarda, vraiment. Et il vit sur son visage non pas de la peur, mais de l'épuisement, celui qui ne vient pas de la course, mais d'avoir couru trop longtemps sans être rattrapé. Ils s'assirent sur les marches du porche. Le vent s'était calmé, et les pins se balançaient doucement, comme des vieilles femmes murmurant des prières. « J'ai été mariée 1 fois, » dit Sarafina en fixant ses mains, « à un homme qui aimait l'idée que je représentais plus que la personne que j'étais. » Élise hocha lentement la tête sans rien dire. Il venait d'une vieille famille riche et traditionnelle. Mon nom de famille, Wen, n'est pas celui de ma famille biologique, c'était le sien. Mais les terres, l'argent, tout cela s'est retrouvé à mon nom lorsqu'il est mort dans un accident d'avion il y a 3 ans. Du jour au lendemain, je n'étais plus seulement sa veuve, j'étais la recluse. Sa voix se fit amère, la presse adorait ça. Les gros titres, les avocats, les vautours et les cravates en soie. Tout le monde voulait sa part du gâteau et personne ne me demandait comment je dormais la nuit. « Et est-ce que tu dormais bien ?» demanda Élise doucement. « À peine, » dit-elle en le regardant, puis en baissant les yeux vers son ventre. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, le bruit est devenu plus fort. Sa famille pensait que le bébé leur donnerait un moyen de pression, une preuve d'héritage, une raison de me traîner à nouveau devant les tribunaux, dans cette maison, sous ce nom. « Alors tu t'es enfui, » dit-il, non pas comme une accusation, mais comme une confirmation. Je n'ai pris que ce que je pouvais porter et j'ai disparu. J'ai changé de train, jeté mes cartes de crédit, brûlé la version d'elle-même qu'il voulait, en espérant qu'il restait quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Élise est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit « Je sais un peu ce que c'est que de brûler des choses pour survivre. » Elle a esquissé un petit sourire. « Tu veux dire ton journal de bord ?» Il a secoué la tête. Je parlais de mon espoir. Elle se tourna complètement vers lui. « Que lui est-il arrivé ? Ta femme, Mera, tu as dit qu'elle avait un cancer du sein. On l'a découvert trop tard. On a tout essayé. La chimio, les essais cliniques, la prière. Quand la fin est arrivée, ça a été dur. On essayait de se rendre à l'hôpital pendant une tempête de neige. Les routes étaient mauvaises. Quand on est arrivé, il s'est arrêté, la mâchoire crispée. Elle est morte dans le camion, a-t-il dit d'une voix neutre. Mika était encore en couche. Je lui tenais la main d'une main et le volant de l'autre. Sarafina a fermé les yeux. Je suis désolé. Je ne dis pas ça pour susciter la pitié, mais simplement pour expliquer pourquoi je ne laisse plus personne derrière moi. Le silence qui a suivi n'était pas pesant. Il était apaisant. 2 personnes assises à côté de leurs fantômes, ne leur demandant pas de partir, mais leur demandant de faire de la place pour les vivants. Cette nuit-là, Sarafina a posé le mouchoir lavande sur la vieille chaise de Mera. Puis elle a ajouté quelque chose de nouveau.
Un petit oiseau en céramique qu'elle avait trouvé dans les combles de la grange, nettoyé et repeint. Il était blanc avec une légère teinte violette, ses ailes déployées comme s'il était en plein vol. Élise l'observait. « Où as-tu trouvé ça ?» Elle a dit « Comme nous tous ». Mika, maintenant somnolent dans son pyjama, grimpa sur les genoux d'Élise. « Papa, est-ce que les fantômes ont froid ?» Élise baissa les yeux, surpris. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que parfois je pense que maman vient nous rendre visite quand il neige. » Élise croisa le regard de Sarafina. « Je crois, dit-il lentement, que les fantômes ne ressentent plus le froid, mais qu'ils se souviennent peut-être encore de ce qu'est la chaleur. » Mika acquiesça solennellement. « Je laisserai une couverture dehors la prochaine fois. » Ils rirent tous doucement, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était vrai. Alors que le feu s'éteignait, Sarafina ouvrit le banc du piano et y plaça une partition. Ce n'était pas celle de Mera, ce n'était pas la sienne. C'était une chanson que Mika lui avait fredonnée ce matin-là en jouant avec des blocs de construction. Le titre était écrit de la main de Sarafina, en boucle, « Un foyer pour l'espoir ». Elle ferma doucement le banc et murmura, au cas où les fantômes voudraient entendre quelque chose de nouveau. La neige commença à fondre tout doucement, coulant des avant-toits de la cabane, comme un secret enfin révélé à voix haute. Le printemps dans le Montana n'est pas arrivé avec des fleurs ou le chant des oiseaux. Il est arrivé avec des flaques d'eau, des bottes couvertes de boue près de la porte, dans l'écorce humide des arbres qui se débarrassaient de leur givre, et dans le changement infime de la lumière qui adoucissait peu à peu le monde. Sarafina l'a remarqué en premier. « Il y a du vert sous le blanc », a-t-elle dit un matin, debout pieds nus sur le seuil du porche, la main posée légèrement sur son ventre. C'est comme si le sol retenait son souffle. Élise la rejoignit, une tasse fumante à la main. Nous aussi. Elle sourit, même si une lueur indéchiffrable passa dans ses yeux. C'était un regard qu'Élise avait appris à reconnaître, un regard tourné vers le passé, pas vers l'avenir. Cet après-midi-là, alors que Mika peignait des pommes de pin à l'aquarelle sur la table de la cuisine, on frappa à la porte. Pas fort, pas pressé, mais délibéré. Élise échangea un rapide regard avec Sarafina, puis ouvrit. Un homme vêtu d'un manteau de laine noire se tenait sur le seuil, d'âge moyen, soigné, mais avec l'air indéniable de quelqu'un habitué à ce qu'on lui obéisse. Derrière lui, un SUV noir était garé au bord de la pelouse, brillant de façon incongrue dans la boue. « Bonjour », dit l'homme, poliment mais sèchement. « Je cherche quelqu'un, je pense qu'elle est ici, dans des circonstances différentes. » Élise ne bougea pas. « Qui la cherche ?» L'homme fouilla dans son manteau et sortit une carte, blanche, propre, minimaliste. Thomas Gley, conseil familial, Cavendish. Alors qu'il se tenait derrière Élise, Sarafina se leva, leurs regards se croisèrent et, pour la première fois depuis des semaines, elle eut l'air effrayée. Elle fit un pas en avant. « Vous m'avez trouvé plus vite que prévu !» Gley hocha légèrement la tête. « Vous ne vous cachiez pas bien, Sarafina, et franchement, vous n'auriez pas dû avoir à le faire. » Élise se raidit. Gley se tourna vers lui, calme et respectueux. « Monsieur, je ne suis pas là pour causer des problèmes, seulement pour remettre des documents et confirmer que mademoiselle Babilly va bien. » « Elle n'utilise pas ce nom, » dit Élise calmement. L'expression de Gley ne changea pas. Les noms sont des choses compliquées. Il tendit à Sarafina une enveloppe épaisse, légalisée, lourde. « J'ai inclus un résumé des déclarations du conseil d'administration concernant les affaires immobilières et la décision finale du tribunal des successions. Depuis la semaine dernière, vous êtes l'actionnaire majoritaire incontesté. La famille Cavendish se retire définitivement. » Sarafina prit l'enveloppe comme si elle était piégée. « Et la presse ?» demanda-t-elle. Gley haussa les épaules. Ils sont passés à autre chose. Vous avez été remplacé par la bataille pour la garde d'un enfant d'une pop star et la deuxième famille secrète d'un sénateur. Élise faillit sourire. Faillit. Sarafina acquiesça. Merci Tom. Gley hésita. Je n'ai jamais approuvé la façon dont ils t'ont traité. J'espère que tu trouveras la paix ou que tu décides de rester. Si ce moment te touche, laisse un like pour soutenir cette histoire et l'aider à toucher d'autres personnes. Et sur ces mots, il est parti. Avalé par les arbres, le SUV a disparu sur le chemin boueux sans un mot. Sarafina n'a pas ouvert l'enveloppe. Elle l'a laissée sur la table de la cuisine, à côté des pommes de pin mouillées de Mika. Ce soir-là, elle s'est tenue debout, les bras croisés sur le ventre. « Je pensais que ça serait comme une porte qui s'ouvre », dit-elle. « Au lieu de ça, j'ai l'impression que quelque chose que j'ai fermé il y a des années vient de se retourner et de me fixer du regard. » Élise s'essuya les mains avec une serviette. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe ? Du pouvoir, des terres, de l'argent. Elle le regarda. « Je ne veux rien de tout ça. Alors jette-la. »« Je ne peux pas, dit-elle doucement, parce qu'une partie de moi sait que ça pourrait aider quelqu'un,
des gens, des villes entières, des fermes au bord de la faillite, des familles qui n'ont pas de seconde chance. Élise s'approcha. « Et tu penses que c'est ton boulot maintenant ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Mais si je m'en vais complètement, je ne suis pas sûre d'aimer la personne que je deviendrai. » Plus tard dans la nuit, après que Mika se soit couchée et que la maison se soit plongée dans le murmure tranquille du feu et des pains, Sarafina s'assit à la table de la cuisine, l'enveloppe enfin ouverte devant elle. Elle ne lut pas les chiffres, n'étudia pas les cartes cadastrales ni les relevés de dividendes. Au lieu de cela, elle ouvrit la dernière page pliée, une lettre manuscrite sur du papier ivoire épais. « Sarafina, tu n'as jamais voulu cet héritage, mais tu le portes, que tu le revendiques ou non. Si tu lis ceci, c'est que tu as survécu au tumulte, ce qui signifie que tu es plus forte que nous ne l'aurions jamais cru. Si tu peux l'utiliser pour réparer ce que nous avons brisé, fais-le. Mais si ce n'est pas le cas, pars et laisse cela être ta liberté. Tu as toujours été plus que la terre. Tante Helena. » Sarafina la lut 2 fois, puis elle plia la lettre et la rangea dans un tiroir sous l'argenterie. Elle ne pleura pas, elle ne dit rien. Mais Élise, qui observait depuis le couloir, vit quelque chose changer dans son attitude. Pas de la défaite, de la conviction. Le lendemain, elle conduisit le vieux camion jusqu'en ville avec Élise. Elle portait un manteau qui ne lui allait pas bien, des bottes trop larges aux chevilles. Pas de maquillage, pas d'assistante, pas de presse. À la quincaillerie, elle a acheté des outils de jardinage et du matériel pour clôturer. À la boutique d'alimentation animale, elle a commandé des graines, pas pour du blé ou de l'orge, mais pour des tomates lavandes et du maïs destinés aux familles, pas aux marges bénéficiaires. Et au bureau du greffier du comté, elle a rempli un formulaire. Élise a lu la première ligne. Enregistrement d'une nouvelle entreprise, Hope Ridge Community Garden. Propriétaire de l'initiative, Sarafina Grace, sans nom de famille. Ce soir-là, elle a remis à Élise un dossier avec sa signature sur la dernière page. « Je garde le terrain », a-t-elle dit, « mais pas le nom, pas les entreprises, juste les champs. » Élise l'a regardée en silence. « Tu es sûre ?» Elle a hoché la tête. « Ils m'ont poussé à trouver un nom. Mais ici, je peux construire quelque chose qui n'en a pas besoin. Juste des racines. » Il a alors souri. Pas un grand sourire, mais un sourire sincère. « Je suppose qu'on va avoir besoin de plus de pelles. » L'appel est arrivé juste après le lever du soleil, alors qu'Élise transportait de la nourriture depuis la grange. Le téléphone a sonné dans la cabane. Un vieux téléphone fixe fixé au mur, du genre que la plupart des gens avaient abandonné. Il sonnait rarement, sauf pour les avis scolaires ou les alertes météo. Alors quand il a sonné et qu'Élise a entendu la voix prudente de Sarafina dire « C'est pour toi », il s'essuya les mains sur son jean et entra, le cœur serré. Il décrocha le combiné. Ici, Élise Thatcher. Une pause. « Monsieur Thatcher, ici Judy Withers de la First County Bank. Je vous appelle pour confirmer la réception du paiement de la totalité de votre prêt en cours. » Élise se redressa. « Je suis désolé. »« Quel paiement ?»« Eh bien, » dit Judy, d'un ton plus ferme. « Quelqu'un a remboursé votre prêt hypothécaire en totalité ce matin. Un virement bancaire a été effectué à partir d'un compte fiduciaire. Nous voulions juste nous assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. » Élise jeta un coup d'œil à Sarafina. Elle se tenait devant l'évier, le dos tourné, les épaules immobiles. « Non, » dit-il lentement en la regardant. « Ce n'est pas une erreur, mais je ne m'y attendais pas. Si vous souhaitez plus de détails, je pense que je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. » Il raccrocha. Il lui fallut 10 bonnes minutes avant de reprendre la parole. À ce moment-là, Sarafina s'était déplacée vers le porche, les bras croisés sur son ventre, les yeux levés vers le ciel, comme si elle essayait de deviner ce qui allait se passer ensuite. Il la rejoignit. « Tu as remboursé le terrain. » Elle ne l'a pas nié. Il n'a jamais été question de propriété, Élise. Tu as dit un jour, « Cet endroit fait pousser des choses. Je voulais juste m'assurer qu'il puisse continuer à le faire. Je n'ai pas demandé d'aide. Je ne te l'ai pas offerte pour ton bien. Pas entièrement. » Elle se tourna vers lui. « Tu m'as donné quelque chose que je ne savais pas que je cherchais. Un refuge sans condition. Du respect sans curiosité. Un espace pour respirer. Tu m'as sauvé la vie, Élise. Je t'ai juste rendu l'appareil comme j'ai pu. » Il la regarda, ne sachant pas s'il devait se sentir reconnaissant ou blessé. Il détestait être un cas social. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas de la pitié. C'était de l'amour. Pas le genre qui demande la permission, le genre qui donne simplement. Pourtant, quelque chose avait changé ce jour-là. Élise passait plus de temps dans la grange. Ils échangeaient moins de mots, pas à cause de la colère, mais à cause du poids. Quelque chose de non dit pesait sur eux deux. Ce soir-là, il la trouva au piano. Elle ne jouait pas, elle était juste assise, les doigts recroquevillés, le regard vague.
Quand j'étais petite, dit-elle sans le regarder, je pensais que l'amour était quelque chose que l'on gagnait. Si on était assez jolie, assez intelligente, assez calme, assez obéissante, il s'assit à côté d'elle. Et maintenant je pense que l'amour est peut-être quelque chose que l'on offre en espérant que quelqu'un sache le saisir. Il baissa les yeux vers ses mains, calleuses, marquées de cicatrices, faites pour le travail, pas pour tenir des objets délicats. « J'apprends encore », dit-il. Elle tendit la main et posa doucement sa main sur la sienne. Moi aussi. Le lendemain matin, elle était partie. La porte de la cabane avait été fermée sans bruit. Aucun signe de lutte, pas de mots, juste le mouchoir lavande soigneusement plié sur le banc du piano, à côté du cheval à bascule en bois que Mika avait sculpté. Mika fut le premier à remarquer son absence. « Où est Sarah ?» demanda-t-il en se frottant les yeux, serrant son lapin contre lui. Élise ne répondit pas. Il fixait le porche, l'horizon vide, le silence si épais qu'il lui serrait la poitrine comme un chagrin. Elle était partie comme elle était arrivée, sans prévenir, sans dire au revoir. Le premier jour s'écoula dans la confusion, le deuxième dans le déni, le troisième dans le silence. Mika posait de moins en moins de questions. Élise travaillait d'arrache-pied à réparer des clôtures qui n'avaient pas besoin d'être réparées, à couper du bois qu'il ne brûlerait pas avant l'été. Il se disait qu'elle avait ses raisons, qu'elle avait peut-être besoin de disparaître à nouveau pour protéger le bébé, que son départ était peut-être inévitable, et que ce qu'ils avaient partagé n'était qu'une escale dans sa fuite d'une vie trop lourde à porter. Mais quand il trouva son manteau toujours accroché derrière la porte, vieux, usé, avec un nom brodé à l'intérieur, quelque chose en lui se brisa. Le 7e jour, Élise se retrouva au bord de la crête, debout à côté des 2 pins que Mika avait autrefois peints. Il se tenait là, dans le vent, la vallée s'étendant devant lui, et parla à voix haute pour la première fois depuis une semaine. « Tu n'avais pas besoin de t'enfuir, dit-il d'une voix à peine audible. Je ne t'aurais jamais demandé d'être autre chose que toi-même. » Le vent fit bruisser les aiguilles comme des applaudissements, ou peut-être des regrets. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait, le camion fit son apparition dans l'allée. Ce n'était pas celui d'Élise. C'était un autre, noir et élégant, couvert de sel de déneigement et de traces d'épuisement. Sarafina en descendit lentement. Elle semblait plus petite que dans ses souvenirs. Ou peut-être que le vide qu'elle avait laissé avait simplement rendu tout ce qui l'entourait plus grand. Élise ne bougea pas, elle non plus. Puis elle dit « Je pensais qu'en disparaissant, je protégerais ce qui comptait le plus. » Il croisa les bras et je réalisais que je protégeais la mauvaise chose. Elle s'approcha. « Je ne fuyais pas pour t'échapper, Élise. Je fuyais la peur que rien de ce qui était réel ne puisse durer, que si je restais, je gâcherais tout. Tu n'as rien gâché. J'avais besoin de savoir que je pouvais choisir cette vie librement. Pas parce que tu m'as sauvé, pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais rester. » Elle lui tendit un bout de papier. C'était un acte de transfert, pas pour tout le portefeuille foncier, juste pour le terrain entourant la cabane, la grange, la crête et le jardin. Je l'ai cédé à toi et Mika de façon permanente. Élise leva les yeux, stupéfait. Pourquoi ? Parce que c'est à toi, parce que je veux construire quelque chose à côté, pas à l'intérieur. Elle hésita. Si tu me le permets. Élise regarda le papier, puis la regarda. Puis, lentement, il s'avança et la serra dans ses bras, exprimant tout ce que ses mots ne pouvaient dire. Mika fit irruption dans la pièce, pieds nus et souriant, son lapin dans les mains. « Sarah, tu es revenue. » Elle s'agenouilla, les bras ouverts, les yeux remplis de larmes. « Je ne suis jamais vraiment partie, » murmura-t-elle, alors qu'il se jetait dans ses bras. Le printemps arriva pour de bon la semaine suivante, non pas en grande pompe, mais avec de douces rébellions. La neige fondit d'abord dans la basse vallée, révélant de timides brins d'herbe et une terre qui sentait les vieilles racines et les nouveaux départs. Le ciel passa du gris argenté au bleu pâle. Les rouges-gorges revinrent, et dans les champs au-delà de la crête, le vert s'étendait là où le blanc régnait autrefois. Élise se tenait sous le porche tôt un matin, le café réchauffant ses mains. À côté de lui, Sarafina était à genoux dans le potager, traçant des rangées dans la terre avec un piquet en bois. Mika poursuivait une poule nommée Penny, en poussant des cris joyeux, sa chemise en flanelle flottant comme un drapeau de l'enfance. La vie revenait, non seulement sur la terre, mais aussi en lui. Et si tu aimes ce genre de récit, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Il ne l'avait jamais dit à voix haute, mais chaque matin, il se réveillait surpris de la trouver encore là. Chaque jour lui semblait être une sorte de grâce qu'il ne méritait pas, mais qu'il n'osait pas remettre en question. Il espérait seulement que cela durerait. Cet après-midi-là,
Pendant que Sarafina préparait des muffins à la lavande dans la cuisine, bien sûr, Élise se rendit au bureau du comté en ville. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait prévu, juste une chose qui traînait depuis assez longtemps pour qu'il faille s'en occuper. Il s'approcha de la réception et donna son nom. La greffière, une femme d'une 60aine d'années portant des lunettes en forme d'yeux de chat, sortit un dossier poussiéreux avec un doux sourire. « Je me demandais quand vous viendriez pour ça, » dit-elle. Élise fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Elle fit glisser le dossier vers lui. « Ajustement du titre foncier. Les papiers pour la nouvelle copropriétaire ont été déposés il y a 2 semaines. Une certaine Mademoiselle Sarafina Grace. » Il ouvrit le dossier et se figea. Le terrain, son terrain, la cabane, la grange, le pâturage derrière la colline étaient désormais co-signés, son nom et le sien. Avec effet immédiat, continua l'employé, Madame Grace a refusé d'utiliser son nom de famille légal. Elle a demandé à être enregistrée sous le nom de Sarafina Grace. Pas de nom de famille, pas de titre, juste Grace. Élise déglutit. Sous le texte juridique, Sarafina avait écrit à la main une note à l'encre qui avait légèrement bavé sur les bords. Ce n'est pas un cadeau, c'est une déclaration. C'est ici que j'ai choisi d'appartenir. Il quitta le bureau dans un état second. Dehors, la brise était chaude, transportant des parfums de lilas et de terre labourée. Il rentra en conduisant d'une seule main, l'autre posée sur le dossier qui se trouvait sur le siège passager, comme si celui-ci risquait de disparaître s'il ne le gardait pas près de lui. Quand il revint, Sarafina était sous le porche, en train de lire à Mika, qui était allongée sur ses genoux, les yeux fermés, mais toujours à l'écoute. Elle leva les yeux quand elle le vit. « Tu es allé en ville ?» demanda-t-elle. Il acquiesça, toujours debout près du camion. Elle attendit, patiente. Finalement, il monta les marches et lui tendit le dossier. Elle l'ouvrit, le feuilleta, puis le referma. « J'ai pensé que tu devais savoir, » dit-elle simplement. Élise était assis à côté d'elle. « Personne ne m'a jamais donné de terre auparavant, » dit-il d'une voix basse. « Pas même mon père. Je ne te l'ai pas donné, » corrigea-t-elle. « Je lui ai donné un nom. » Il la regarda. Elle toucha sa main, ses doigts rugueux à cause du jardinage, mais doux comme un souffle. « J'ai donné à cette terre ton nom et le mien, » dit-elle, « parce que les noms sont des promesses, et je suis fatiguée de rompre les miennes. » Cette nuit-là, Mika s'endormit sous une couette qui sentait légèrement le citron et la fumée. Élise et Sarafina s'assirent sur les marches arrière, écoutant les coyotes hurler dans la crête lointaine. Les étoiles étaient particulièrement brillantes, plus nettes, comme si quelqu'un avait nettoyé le ciel pour le rendre plus clair. « Tu as déjà pensé à y retourner ?» demanda Élise. Elle serra son pull autour de ses épaules. « Au domaine ?» Il hocha la tête. « Je pense à ce que je pourrais en faire, » admit-elle. « Les écoles que je pourrais financer, les fermes que je pourrais sauver. Mais je ne pense pas à y vivre. » Il attendit. « Je pense que la terre qui m'importe vraiment est celle que je peux toucher, celle qui me salit les ongles et où je reconnais les mauvaises herbes. Je veux voir ce qui pousse quand j'arrête de courir. » Élise prit une longue inspiration. « Tu ne fais pas que planter des graines là-bas, » dit-il. « Je sais. » Il la regarda. « Moi non plus. » Quelques jours plus tard, en nettoyant la remise, Élise trouva une plaque en cèdre usée cachée derrière une vieille brouette. C'était une plaque que Mera avait sculptée il y a longtemps. Son rêve pour cet endroit, à l'époque où ils avaient encore des rêves à sculpter. On pouvait y lire « Hope Ridge ». Les lettres étaient effacées, mais encore lisibles. Il la porta à l'intérieur, la dépoussiéra et la montra à Sarafina. Ses yeux brillèrent. « C'est pour elle que tu as donné ce nom au jardin ? Je pense qu'elle l'a nommé ainsi, en référence à ce dont on aurait le plus besoin pour survivre ici. » Sarafina suivit les lettres du bout des doigts. « Je veux l'accrocher sur le portail, » dit-elle. « Pas pour nous, mais pour ceux qui viendront après nous, pour qu'ils sachent qu'ils sont les bienvenus eux aussi. » Élise acquiesça. « Alors, on va fabriquer un nouveau portail. » Et c'est ce qu'ils firent. Ensemble, ils construisirent une arche en bois au-dessus de l'entrée du jardin, la protégèrent des intempéries et fixèrent la plaque sous une guirlande lumineuse. Les premières pousses apparurent la même semaine. Mika donna à chacune un nom d'animal. Celui-ci est souris, celui-là est hérisson. Sarafina le laissa étiqueter les rangées avec des pancartes dessinées à la main. Élise fit semblant de s'en moquer, mais il renforça la clôture du jardin avec du bois supplémentaire, au cas où les cerfs seraient curieux. Et un dimanche matin tranquille, alors qu'ils étaient assis sous le porche en train de boire leur café pendant que Mika faisait la sieste à l'intérieur, Sarafina dit quelque chose qui le surprit. « Avant, je détestais mon nom. » Il la regarda. « Pourquoi ?
parce que je ne l'avais jamais senti comme le mien. Il était toujours lié à l'héritage de quelqu'un d'autre, à la honte, à la fierté ou au titre de quelqu'un d'autre. Elle lui jeta un coup d'œil. Mais maintenant, ici, Sarafina Grace me semble être quelqu'un que j'aurais choisi d'être, et non quelqu'un que l'on m'a dit que je devais devenir. Ellis tendit la main et prit la sienne. « Eh bien, dit-il, c'est quelqu'un que j'aurais aussi choisi. » La première tempête de l'été arriva rapidement et violemment, accompagnée de tonnerre et de vent qui balayèrent les champs comme s'ils avaient une affaire à régler. La pluie fouettait les fenêtres de la cabane, courbant les hautes herbes à l'extérieur et aplatissant les plants de tomates nouvellement plantés. Ellis verrouilla les volets tandis que Sarafina rassemblait des bougies et allait voir Mika, qui était assis, les yeux écarquillés, mais ravi par le bruit. « Le ciel est-il en colère ?» demanda-t-il alors que le tonnerre grondait au-dessus de leur tête. « Non, mon chéri, » répondit-elle en déposant un baiser sur son front. « Il est juste bruyant. » Des éclairs zébraient la crête lointaine, illuminant les arbres pendant une fraction de seconde avant de plonger tout dans l'obscurité. Puis le courant fut coupé. La cabane fut plongée dans le silence, seulement rompu par le rythme de la pluie et le battement régulier des questions de Mika. Sarafina alluma une bougie et la posa sur le piano. La flamme vacillait sous l'effet du vent qui s'engouffrait par les cadres des fenêtres. Ellis entra depuis le porche, trempée jusqu'au coude. La grange est en sécurité. Les poules sont grincheuses mais vivantes. Elle lui tendit une serviette. « J'espère que ce n'est pas la tempête dont Mera n'avait pas fini de parler. » Il haussa un sourcil. Elle haussa les épaules. « C'est juste quelque chose que Mika a dit à propos des fantômes. » Ellis rit doucement, puis s'essuya le visage. Je pense qu'elle apprécierait le drame. Ils s'assirent dans le salon, chacun avec une couverture et une tasse de thé. La tempête hurlait, mais à l'intérieur, on se sentait étrangement en sécurité, comme si on racontait un souvenir plutôt que de fuir un danger. « J'ai toujours détesté les tempêtes quand j'étais petite, » dit Sarafina. Elle rendait la grande maison encore plus solitaire. Trop de pièces, trop d'écho. Ellis acquiesça. Mehera adorait les tempêtes. Elle disait qu'elles nettoyaient le bruit, qu'elles réinitialisaient le monde. Sarafina pencha la tête. « Tu y crois ?» Il réfléchit un instant. « Peut-être pas tout à coup, mais je pense que parfois, une tempête emporte quelque chose dont tu ne te rends pas compte que tu t'accroches et te force à lâcher prise. » Dehors, le vent commença à tourner, adoucissant ses contours. La pluie tombait toujours, mais moins fort maintenant, comme si la terre avait enfin expiré. Le lendemain matin, le monde était ruisselant et calme. Le jardin avait souffert, mais la plupart des plantes étaient encore debout, courbées, mais pas cassées. Mika courut dehors dans ses bottes en caoutchouc, éclaboussant les flaques d'eau et riant avec l'insouciance que seuls les enfants peuvent se permettre. Ellis et Sarafina se tenaient sous le porche, évaluant les dégâts. « Je peux réparer la clôture, dit-il. Peut-être consolider la porte sud. » Elle acquiesça. « Et je replanterai les herbes. » Le basilic avait souffert, mais quelque chose flottait entre eux, inexprimé, comme l'électricité statique après un coup de foudre. Sarafina rompit le silence. « Je dois partir quelques jours. » Ellis se tourna lentement vers elle. « Partir ?» Elle acquiesça, le regard fixe. « Juste pour finir quelque chose que j'ai commencé avant de venir ici. » Sa mâchoire se crispa. « Est-ce que je saurais ce que c'est ?» Elle posa une main sur sa poitrine. « Je ne m'enfuis pas, je m'ancrage. » Ellis ne dit rien pendant un moment, puis regarda derrière elle, là où Mika dansait dans l'herbe. « Tu reviendras ?» Elle n'hésita pas. « Oui. » Elle partit le lendemain matin avant le lever du soleil, conduisant le vieux camion sur la route sinueuse en terre battue, avec un petit sac et le mouchoir bordé de lavande glissé dans la poche de son manteau. Mika se tenait à la fenêtre, perplexe mais pas triste. « Elle a dit qu'elle reviendrait bientôt, » murmura-t-il pour lui-même. « Et quand elle reviendra, elle apportera avec elle le vent qui sent comme son jardin. » 3 jours passèrent. Chaque nuit, Ellis laissait la lumière du porche allumée, même s'il savait qu'elle ne reviendrait pas dans l'obscurité. Il répara la clôture, repeignit la remise à outils, tria les vieux livres de Mehera et trouva à sa grande surprise un recueil de poésie que Sarafina avait cité une fois. Il le posa sur la table de chevet à côté de son lit. Il ne lui demanda pas où elle était partie. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il avait appelé loin d'ici avait sûrement un rapport avec la fin d'un chapitre, avec sa famille, avec sa libération totale et définitive. Et il était sûr qu'elle reviendrait. Le 4e matin, juste au moment où le soleil apparaissait au-dessus de la crête, le vent changea. Il venait du sud, emportant avec lui un doux parfum de sauge et de pluie lointaine, ainsi qu'une autre odeur, celle de la lavande. Mika, toujours en pyjama,
se tenait pieds nus sous le porche. « Elle arrive », dit-il simplement. Et elle arriva. Le camion apparut au bord du champ. Sarafina en descendit, vêtue d'un nouveau manteau et arborant un sourire discret. Elle tenait dans ses mains un dossier en cuir, usé mais soigné. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de serein, comme la fin d'une longue chanson. Elle marcha vers Élise et il alla à sa rencontre. Pas un mot, juste une étreinte. Quand ils se séparèrent, elle lui tendit le dossier. À l'intérieur se trouvait un document finalisé, la dissolution complète de ses parts dans Candish Wind Holdings, ainsi que le transfert de plusieurs parcelles de terrain à des communautés rurales et à des fiducies agricoles. « Je n'ai gardé que ce qui compte, » dit-elle, « et j'ai donné le reste là où il pourrait fructifier. » Élise feuilleta les papiers. « Tu as tout transformé en graines. » Elle sourit. « N'est-ce pas à ça que servent les terres ?» Mika courut vers elle, les bras ouverts. « Tu as ramené le vent ? Je crois qu'il m'a suivi, » dit-elle en s'agenouillant pour le serrer dans ses bras. « Sens-le, » dit-il en hochant la tête. « Il a ton odeur. » Ce soir-là, Élise la trouva au piano. Elle fredonnait doucement, les yeux fermés, les doigts effleurant les touches sans jouer. « Écris quelque chose de nouveau, » lui demanda-t-il. Elle acquiesça. « Ça s'appelle Lavender Wind. Je peux l'entendre ? » « Pas encore, » dit-elle en souriant. « Certaines chansons ont besoin de temps pour trouver leur fin. » Il s'assit à côté d'elle. « Je peux attendre. » Dehors, le vent soufflait à travers les roses lavandes nouvellement plantées le long du jardin. Il ne rugissait pas et ne hurlait pas. Il murmurait des mots de chez soi, de guérison, de tout ce qui restait enfin. Le porche avait toujours abrité 2 chaises, une pour Élise, une pour le fantôme de Méhéra, intacte, muette, mais toujours là, en hommage silencieux. Puis vint la 3e, apportée de la grange par une froide nuit d'hiver, grinçant doucement sous l'acceptation silencieuse de Sarafina. Et maintenant, alors que le soleil d'été peignait tout en or, Élise ponçait et teignait une 4e chaise. Une chaise plus petite, fabriquée à la main à partir de restes de pain, basse, avec des pieds larges pour plus d'équilibre, le dossier sculpté d'un seul mot, tracé avec soin. Espoir. Il y travailla pendant des jours dans la remise, la façonnant pendant que Sarafina s'occupait du jardin et que Mika courait après les abeilles. Ce n'était pas un projet qu'il précipitait. Il y avait une sorte de révérence dans ce qu'il faisait, quelque chose de tendre dans la façon dont le bois se courbait sous la lame. Chaque mouvement évoquait de futures berceuses, une petite fille aux yeux sombres et un rire franc lors des dîners en famille sous la lumière du porche. Il n'avait jamais fabriqué de meubles pour son premier enfant. Il ne savait pas comment faire, mais cette fois-ci, il savait. La même semaine, Sarafina a commencé à peindre la chambre d'enfant. Au début, ce n'était pas une chambre, juste le vieux garde-manger que Méra utilisait pour faire des conserves. Mais Sarafina a vidé les étagères, lavé les murs et les a recouverts d'une douce peinture couleur pêche. Elle a réutilisé de vieux paniers et fabriqué 2 petits mobiles avec des brindilles et du fil. La pièce sentait le romarin et le citron, et quelque chose de plus doux encore. Un soir, Élise est passée devant la porte et s'est arrêtée. Sarafina était debout sur un escabeau, en train de passer une dernière couche de peinture sur les moulures. Sa chemise était tachée de peinture, ses cheveux étaient relevés et un crayon était glissé derrière une oreille. Et même si son ventre s'arrondissait désormais de manière indéniable, elle se déplaçait avec grâce, comme une femme parfaitement à l'aise dans son corps et dans le moment présent. « Tu es en train de construire quelque chose de magnifique, » dit-il. Elle se retourna, surprise. « La couleur ?»« Non, » répondit-il. « Une vie. » Elle soutint son regard. « J'ai l'impression de terminer quelque chose moi aussi, ou de le réécrire. » Il entra, lui prit le pinceau des mains et le posa. Puis il se pencha et posa doucement son front contre le sien. « Je veux l'élever avec toi. » Ce n'était pas une question. Elle ferma les yeux. « J'espérais que tu dirais ça. » Mika avait déjà décidé d'être le meilleur frère du monde. Il s'entraînait à jouer des berceuses sur son xylophone jouet, exigeait qu'on lui montre comment changer les couches avec ses peluches, et avait commencé à dormir avec un oreiller supplémentaire à côté de lui, au cas où elle en aurait besoin. Élise l'observait, mi-amusée, mi-silencieuse, émerveillée. Pour un garçon qui avait appris trop tôt ce que signifiait perdre Mika, il vivait désormais avec un cœur ouvert qui attendait que l'amour lui soit rendu. Il avait appris à Élise plus sur l'espoir que n'importe quel sermon. Le jardin fleurissait dans une joie sauvage et désordonnée. La lavande atteignait la clôture. Les tomates mûrissaient de manière inégale et les carottes sortaient courbées comme des points d'interrogation. Mais personne ne s'en souciait. La terre, comme si elle savait qu'on l'aimait différemment, répondait maintenant de la même façon. Les voisins ont commencé à venir.
D'abord, Madame Halpern, qui habitait en haut de la colline, est venue avec des bocaux de compote de pommes maison et des conseils non sollicités sur l'accouchement. Puis Joe et sa fille adolescente, qui habitaient dans la vallée, sont venus proposer d'installer des panneaux solaires sur la grange en échange de légumes. Un dimanche après-midi, Clara, une prof de musique à la retraite, est arrivée avec une chaise pliante et un étui à violon. « J'ai entendu dire qu'il y avait un piano », dit-elle d'un ton neutre, « et ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas joué en duo. » À la fin de la journée, le porche résonnait de musique estivale sous les guirlandes lumineuses, les voix des chaises plus fortes que les grillons. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti et que Mika s'endormit sous un plafond étoilé phosphorescent, il insista pour que le bébé en profite aussi. Élise et Sarafina s'assirent sous le porche, à la lueur des bougies, à la citronnelle. Les 4 chaises étaient alignées côte à côte, l'une sculptée des initiales de Meira, désormais effacées par les années, l'autre usée par le poids d'Élise, une autre plus récente recouverte d'un châle lavande confectionné par Sarafina, et la dernière, la plus petite, brillant faiblement sous le clair de lune. « Tu penses qu'elle s'y assiera ?» demanda Élise. « Quand elle sera prête, » répondit Sarafina. « En attendant, je pense que nous le ferons. » Élise la regarda. « Je ne pensais pas revivre ça un jour. Quel porche avec 4 chaises, une raison d'en construire d'autres. » Elle lui prit la main. « Tu l'as construit parce que tu y crois encore. C'est ce que personne ne te dit à propos du fait de survivre à une perte. Quoi donc ? Que tu n'as pas à cesser de croire en la beauté simplement parce que tu as vu à quelle vitesse elle peut disparaître. » Il laissa cette idée faire son chemin entre eux. Puis il dit « Je pense que Meira t'aurait aimé. » Sarafina sourit. « Je l'espère, parce que je l'aime bien. C'est elle qui t'a créé. » Élise expira, réalisant qu'il retenait son souffle. Avant d'entrer, Sarafina a posé une seule branche de lavande sur le siège de la plus petite chaise. Pour quand elle arrivera, a-t-elle dit, afin qu'elle sache que sa place était prête avant même qu'elle n'arrive. Le matin où Sarafina a commencé le travail, le ciel était encore presque solennel, avec de doux nuages qui recouvraient la vallée comme si quelqu'un avait enveloppé le monde pour un moment sacré. Ça a commencé tranquillement, juste avant l'aube. Une seconde, une pause dans sa respiration, puis une autre. Elle se tenait dans la cuisine, au milieu d'une phrase, la main posée doucement sur le bord du comptoir. Élise fut le premier à le remarquer. « Ça va ?» demanda-t-il en posant un bol de pâte levée. Elle lui fit un sourire en coin. « Je crois que c'est l'heure. » Il ne paniqua pas, ne courut pas. Il a juste bougé, rassemblé le sac qu'ils avaient préparé une semaine plus tôt, appelé la sage-femme, vérifié que Mika était habillée et installée chez Madame Halpern, un peu plus loin dans la rue. Le rythme de la maison a changé, mais pas l'ambiance. Ce n'était pas de la peur, c'était de la préparation. Les heures passaient comme des chapitres, chacune s'intensifiant, culminant, s'apaisant. Le salon est devenu un espace sacré. Des couvertures réchauffées près de la cheminée. Une bassine d'eau avec du citron et de la menthe. De l'huile de lavande diffusée dans l'air, subtile mais apaisante. Sarafina a accouché avec la même force tranquille qu'elle avait mise dans tout ce qu'elle faisait depuis son arrivée. Réfléchie, concentrée, pleine de grâce. Élise s'est restée à ses côtés, sans jamais lâcher sa main. Entre les contractions, elle a posé son front contre le sien et lui a chuchoté « Je n'ai pas peur. Tu n'as pas à l'être, répondit-il. Je suis là. Je sais qu'elle respire. C'est pour ça que je n'ai pas peur. » Il était presque minuit lorsque le bébé est né. Une fille, parfaite, 10 doigts, 10 orteils, un cri qui semblait provenir à la fois de quelque chose d'ancien et de tout nouveau. Elle avait une chevelure brune et une marque de naissance en forme de larme à la base du cou. Ils l'enveloppèrent dans un tissu de mousseline doux. Élise la tint d'abord dans ses bras, lui caressant les yeux, la berçant comme si elle était faite de verre et de lumière. Puis il la déposa délicatement dans les bras de Sarafina. « Elle te ressemble » murmura-t-il. « Non » répondit doucement Sarafina, les yeux rivés sur l'enfant. « Elle nous ressemble » dit Mika, qui fut autorisée à entrer dans la chambre le lendemain matin, marchant sur la pointe des pieds avec une prudence exagérée, comme si le bébé était un secret qu'il risquait d'effrayer. Il jeta un coup d'œil par-dessus le bord du canapé et eut le souffle coupé. « Elle est réelle » dit Élise en riant. « Elle l'est, c'est sûr. » Mika se pencha et murmura à l'oreille de sa petite sœur. « Je suis ton grand frère. Je me suis entraîné. » Puis il ajouta plus sérieusement. « On t'a gardé une chaise. » Sarafina regarda Élise, la gorge serrée. Il n'avait pas encore donné de prénom au bébé. Il voulait attendre de savoir qui elle était au-delà du moment de son arrivée. « On t'a gardé une chaise. » Sarafina regarda Élise, la gorge serrée. Il n'avait pas encore donné de nom au bébé. Il voulait attendre de la connaître
de sentir qui elle était au-delà du moment de son arrivée. Puis, calmement, Mika reprit la parole. « On devrait l'appeler Mera. » Le silence se fit dans la pièce. Sarafina cligna des yeux. Élise déglutit péniblement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que Mera l'a amenée ici. Je l'ai rêvé. » Elle a dit que son nom signifierait « regarder à nouveau ». Sarafina regarda Élise et il acquiesça, respirant à peine. « C'est comme ça qu'on va l'appeler, dit-il. Mera Grace, un nom qui n'est pas seulement porté, mais qui renaît. » Dans les semaines qui suivirent, le rythme de la vie ralentit pour devenir plus simple. Les jours se confondaient entre les tétés et les siestes, les rires et le désordre, la lumière et le calme. Élise a appris à fredonner des berceuses tout en se balançant pieds nus sur le parquet. Sarafina est devenue experte dans l'art d'emmailloter et de bercer doucement. Et Mika a insisté pour lire des histoires avant de dormir à sa sœur et à son lapin, qui avait désormais sa place attitrée dans la chambre d'enfant. Les visiteurs allaient et venaient, apportant des plats cuisinés, des bonnets tricotés et des conseils parentaux non sollicités. Mais la cabane restait la même, un lieu de présence, pas de performance. Sur le porche, les 4 chaises restaient occupées. Le petit de Mera se blottissait dans la nouvelle chaise en pin, souvent endormi, enveloppé dans ce même mouchoir bordé de lavande. Sarafina l'avait brodé autrefois, les mains tremblantes, à une autre saison. La plaque au-dessus du portail du jardin, Hope Ridge, était devenue plus qu'un simple nom. Elle était devenue une vérité vécue, jour après jour. Un matin, alors qu'Élise et Sarafina étaient assis sous le vaste ciel du Montana, elle posa sa tête sur son épaule. « Tu sais ce qui est étrange ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Je pensais que la maison était un endroit avec des portes qui fermaient les limites de la propriété et ton nom sur un acte notarié. Quelque chose que tu protèges. » Il la regarda en attendant, mais elle continua. « Je pense que la maison est quelque chose que tu transportes. Elle se déplace avec toi. Elle s'enracine là où l'amour demeure. » Élise lui prit la main. Leurs doigts s'entrelacèrent. « Et quand c'est réel, dit-il, tu n'as pas besoin de le fuir ou de le cacher. Tu le laisses simplement grandir. » Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment, regardant Mika courir après les papillons tandis que le bébé Mera dormait contre la poitrine de Sarafina. Ce soir-là, alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel, Clara, la violoniste, revint avec sa chaise pliante. « J'ai quelque chose de nouveau, dit-elle. Quelque chose que j'ai écrit après avoir entendu ce bébé pleurer. » Elle joua doucement et lentement les notes qui enveloppaient la véranda comme des berceuses faites de vent et de souvenirs. Sarafina l'accompagna au piano. Élise berçait Mera dans ses bras et Mika, à moitié endormie dans sa chaise, murmura « C'est la plus belle chanson ». Personne ne contesta, car ils savaient tous que c'était vrai. Au-dessus du berceau de Mera Grace, il y avait une pancarte peinte à la main par Sarafina dans des tons aquarellés. « Tu es faite de racines, de vent et d'amour qui ne t'ont jamais quitté.